Les glucides sont des molécules plus ou moins longues, constituées du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Au cours de la digestion, les glucides contenus dans les aliments sont transformés en glucose, qui passe dans le sang grâce aux villosités tapissant la paroi de l'intestin grêle au moment de l'absorption digestive pour alimenter les cellules du corps humain. Parce que le glucose reste une molécule indispensable au fonctionnement cellulaire. C'est un substrat énergétique essentiel pour l'organisme humain. D'ailleurs, le catabolisme glucidique correspond à la dégradation des molécules du glucose permettant la formation des molécules riches en énergie. Les sources du glucose sont représentées par, d'une part, les glucides alimentaires, c'est-à-dire la production exogène, et d'autre part, de la production endogène. Concernant la production exogène, présentée principalement par l'alimentation humaine, qui comporte un apport des glucides qui représente environ 50% de la ration alimentaire totale, soit un apport moyen de 200 à 300 grammes par jour. Le reste, c'est-à-dire la production endogène, va être présenté surtout par la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène stocké dans le foie et le muscle, ou bien par la néoglycogénèse, c'est-à-dire la production du glucose à partir des substrats qui sont non glucidiques, comme les acides aminés, comme les lipides, comme du pyruvate, du glycérol et tout. On parle de la glycémie pour la concentration moyenne du glucose dans le sang. C'est un paramètre à étudier avec concentration, qui se varie au cours de la journée avec une valeur moyenne qui est maintenue aux alentours de 1 g par litre afin de prévenir toute accumulation, c'est-à-dire une élévation du taux du glucose, on parle d'hyperglycémie, ou bien à l'inverse, tout effondrement, c'est-à-dire une diminution de la valeur par rapport à la normale, on parle de l'hypoglycémie. Chose qui est vraiment vitale pour le cerveau et pour le corps humain. Et ce paramètre, cette valeur moyenne qui est maintenue aux alentours de 1 g par litre, ça se fait grâce à l'intervention de la régulation physiologique étroite, métabolique et hormonale. Au total, pour résumer le principe de la régulation de la glycémie, il s'agit d'un paramètre vital qui doit être aux alentours de 1 g par litre et on parle de l'homéostasie glucidique. L'homéostasie glucidique au total est basée sur l'équilibre dynamique assuré entre les voies consommatrices du glucose et les voies génératrices du glucose, ce qui est basé à son tour sur le stockage et le déstockage du glucose selon la nécessité, c'est-à-dire la concentration du glucose dans le sang, la glycémie, le paramètre qui doit être en régulation continue avec une valeur relativement stable autour de 1 g par litre. Le taux normal doit varier entre 0,8 et 1,1 g par litre. Ça, c'est la valeur normale que l'organisme peut tolérer. La moyenne, c'est 1 g par litre. Et donc, la base de la régulation de cette glycémie, c'est de faire la remontée lorsque celle-ci devient trop diminuée et le contraire de la faire diminuer lorsqu'elle est trop haute. Et ça se fait grâce à l'intervention de deux mécanismes antagonistes à base hormonale. Les deux organes principaux de la régulation glycémique sont le foie et le pancréas. Le pancréas et le foie jouent un rôle permanent dans la régulation de la glycémie par une gestion fine du stockage et déstockage du glucose déjà stocké dans le foie. Et ça se fait suite à l'action des hormones antagonistes sécrétées par le pancréas. Le pancréas mesure en permanence le taux du glucose dans le sang et sécrète dans le sang des hormones qui sont susceptibles d'en faire varier la valeur glycémique. De 1, avant de voir ces hormones, il faut voir les situations majeures qui peuvent amener à un dérèglement de la glycémie. Il y en a 2 situations majeures qui peuvent donner un dérèglement glycémique. De 1, l'effort physique ou bien le jeûne prolongé qui vont puiser le glucose à l'intérieur de l'organisme et donc faire diminuer la glycémie, ou bien le contraire, les repas
parce que après les repas, la valeur glycémique augmente forcément. Et donc, puisqu'il y en a deux situations qui peuvent amener un dérèglement de la glycémie, il y en a principalement deux scénarios qui peuvent se présenter. De 1, concernant le postprandial, c'est-à-dire l'augmentation de la glycémie. Après un repas copieux, le taux de la glycémie augmente au-delà de 1,1 g par litre. C'est logique parce que quand même, l'alimentation, c'est la production exogène. Elle est en train d'augmenter le taux du glucose à l'intérieur de l'organisme après l'absorption digestive. Dès le taux du glucose franchit la barre de 1,1 g par litre, c'est bon, le pancréas va la détecter et va déclencher immédiatement la sécrétion d'une hormone. C'est la fameuse insuline. L'insuline, il va la libérer dans le sang, puisqu'il s'agit d'une hormone, donc elle va réaliser l'action dans le milieu interne, dans le sang. Et l'insuline, c'est vraiment la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme. Et en plus, elle favorise la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage dans le corps humain, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes, c'est-à-dire elle favorise l'entrée du glucose à l'intérieur, ça c'est de 1, et de 2, elle favorise le stockage de glucose en excès. Donc les deux mécanismes tendent à supposer à la haute excessive de la glycémie, et donc on va dire que l'insuline sécrétée par le pancréas, en favorisant le stockage du glucose et son utilisation cellulaire, fait baisser la glycémie par conséquence. Dans la situation inverse, dans le cas contraire, après un jeûne prolongé ou bien après un effort physique, l'organisme va utiliser le glucose déjà stocké. Et le pancréas détecte facilement la baisse de la glycémie, moins de 0,7 g par litre. Il se remet à sécréter une autre hormone, c'est le glucagon, dont l'effet principal, c'est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie pour augmenter la valeur glycémique. Il faut savoir que le foie, c'est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Les muscles, certes, sont des organes qui stockent le glucose, c'est le même cas avec le foie, mais c'est pour leur propre utilisation. Au moment de la nécessité du glucose, ils vont utiliser le muscle, lui seul, il va utiliser son propre stockage. Il ne va pas donner son glucose pour le reste des cellules de l'organisme. Contrairement au foie. Le foie, c'est le seul organe qui est capable de restituer dans le sang le glucose déjà emmagasiné. Et ce stockage du glucose va avoir comme effet d'augmenter le taux du glucose dans le sang et donc d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Pour plus de détails concernant ce processus de régulation, on a parlé que les deux organes principaux de la régulation glycémique sont le foie et le pancréas. Ce qu'il faut retenir concernant sur le plan hépatique et sur le plan pancréatique. De 1, pour bien comprendre, la base de compréhension, c'est la connaissance d'une réaction qui se réalise sur le plan hépatique. Il y en a le glucose à utiliser, il y en a le glycogène à stocker. Donc, on rappelle que le glycogène stocké dans les cellules hépatico-musculaires provient de la polymérisation du glucose par une enzyme appelée glycogène synthase. Il peut ensuite, ce glycogène, être hydrolysé par une enzyme, c'est la glycogène phosphorylase, pour redonner le glucose. Donc c'est ça au total, c'est la base de compréhension de la régulation de la glycémie. C'est cette réaction qui se déroule au niveau des hépatocytes, au niveau des cellules hépatiques. C'est que le glycogène va être stocké dans le foie par la polymérisation du glucose. C'est l'assemblage des unités du glucose qui vont donner le glycogène stocké. C'est grâce à l'action d'une enzyme glycogène synthase. Et l'inverse, il est possible, on peut hydrolyser le glycogène stocké pour donner le glucose par une action enzymatique réalisée par la glycogène phosphorylase. Ça, ce qu'il faut retenir sur le plan hépatique dans la régulation de la glycémie. Alors,
Là, le foie, c'est le lieu d'action. C'est le lieu d'action de régulation de la glycémie. Mais à travers quelle stimulation on va décider est-ce que c'est le stockage du glucose qui va être réalisé ou bien est-ce que c'est le déstockage? C'est-à-dire sur quelle base on réalise? Est-ce qu'on va aller dans la voie consommatrice ou bien non, on va aller vers la voie qui est génératrice du glucose. Donc, c'est ça. Le foie, c'est le lieu d'action. La stimulation et la régulation, elle est à base hormonale. Les hormones qui vont stimuler les enzymes pour régler principalement le stockage et le déstockage, ce sont des hormones sécrétées par le pancréas. Donc, sur le plan pancréatique, bien sûr, le pancréas, c'est une glande amphicrine à double sécrétion, une partie hormonale et une partie exocrine. C'est endocrine et exocrine en même temps. D'ailleurs, elle est constituée de 2 catégories de cellules. Il y en a les cellules acineuses, sécrétrices du sac pancréatique nécessaire à la digestion en assurant alors la fonction exocrine du pancréas. Et il y en a la présence des petits amas de cellules non connectés au canal excréteur du sac pancréatique. Ces amas de cellules sont les îlots de Langerhans qui assurent la fonction endocrine en sécrétant des hormones dans le sang. Aujourd'hui, grâce au procédé d'histochimie, en utilisant des anticorps marqués dirigés contre l'une ou l'autre des hormones, il est possible de localiser précisément le lieu de production de ces hormones au niveau du pancréas. L'insuline qui est produite par les cellules situées au centre des îlots de Langerhans, c'est les cellules bêta. Il y en a en revanche le glucagon qui est produit par les cellules situées à la périphérie des îlots de Langerhans, c'est les cellules alpha. Commençons par le glucagon. Chez l'homme, le glucagon, c'est une hormone polypeptidique. Elle est constituée des acides aminés, de 29 acides aminés organisés selon la séquence suivante. Cette hormone est hyperglycémiante, provoquant alors une hausse de la glycémie. Plus la glycémie est basse, plus la quantité libérée de cette hormone est importante. Après les périodes de jeûne ou bien de l'activité physique, il y en a une sécrétion du glucagon pour tenter à élever le taux de la glycémie. L'action principale du glucagon est basée sur ou bien contre les cellules hépatiques. C'est le champ d'action de ces hormones. C'est le foie, en favorisant la libération du glucose dans le sang à partir du glycogène qui est déjà stocké et hydrolysé. D'ailleurs, le glucagon va modifier l'activité des 2 enzymes liées au glycogène. Il va, d'une part, activer la glycogène phosphorylase et d'autre part, inhiber la glycogène synthase. Et alors, forcément, la glycémie augmente parce que le glucose n'est plus stocké, il n'y a pas d'action du glycogène synthase sous forme de glycogène, et d'autre part, il va hydrolyser le glycogène déjà stocké, donc favorisant par conséquence la libération du glucose dans le sang. Donc, c'est une action hyperglycémiante. Pour aller plus loin concernant le glucagon va être sécrété par les cellules alpha, des îlots de Langerhans, dans le sang, bien sûr, comme les autres hormones, et possède alors des cellules cibles, dont le foie, le cerveau, le rein, les muscles lisses intestinaux font partie. Il se fixe sur son récepteur membranaire. C'est un récepteur membranaire à protéine G, appelé récepteur GPCR, en activant par la suite un système appelé le système adénylate cyclase. C'est un système, ou bien les récepteurs membranaires en général à protéine G, sont des systèmes plus détaillés dans le cours de la physiologie endocrine. Donc, dès qu'on arrive à activer le système adénylate cyclase, il va activer à son tour une protéine. C'est la protéine kinase A. La protéine kinase A va activer à son tour la phosphorylase kinase.
Déjà, d'après le nom, c'est la phosphorylase kinase. Donc, il s'agit d'une enzyme qui va phosphorylariser l'enzyme glycogène phosphorylase. Donc, elle va activer le glycogène phosphorylase. Glycogène phosphorylase va faire quoi? Elle va libérer le glucose à partir du glycogène stocké. Elle va hydrolyser les unités du glucose contenues dans le glycogène pour les libérer dans le sang pour augmenter par conséquence le taux de la glycémie. Donc, c'est ça l'action du glucagon. Une hormone polypeptidique sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans dans le sang. Elle va circuler jusqu'à l'arrivée à la cellule cible, se fixe son récepteur membranaire à protéine G qui va utiliser le système adénylate cyclase pour activer des protéines kinases qui vont activer à la fin, grâce à des actions physiologiques, la phosphorylase. C'est une enzyme glucogène phosphorylase qui va par conséquence assurer le déstockage de glycogène pour libérer les unités du glucose à l'intérieur de l'organisme en faisant par conséquence augmenter la glycémie. Il y en a quand même des actions secondaires du glucagon dans les situations extrêmes, d'hypoglycémie vraiment extrême. Il tente même, en plus de l'action principale, qui est l'activation du glycogène phosphorylase et l'inhibition du glycogène synthase, il va tenter à faire stimuler la néoglycogénèse, la cétogénèse, la lipolyse, parce que la néoglycogénèse, c'est la formation du glucose à partir des substrats non glucidiques. La cétogénèse et la lipolyse, c'est-à-dire en utilisant les lipides, c'est la deuxième source d'énergie à l'intérieur de l'organisme après le glucose. Et le tout, donc, ce sont des processus, néoglycogénèse, cétogénèse, lipolyse, qui concourent à l'augmentation de la glycémie, en plus de l'action principale. La deuxième remarque, c'est qu'il y en a un grand système hyperglycémiant qui est constitué en réalité d'un groupe hormonal et non pas le glucagon, dont la principale hormone, c'est le glucagon. Mais il y en a vraiment un groupe hormonal. Pour le reste des hormones, on vient de citer en premier les corticoïdes, la fameuse cortisol. Donc les corticoïdes, les molécules sécrétées par le cortex surrénalien, ils vont tenter à augmenter la glycémie en favorisant la néoglycogénèse aux dépens des protéines. C'est-à-dire que le substrat non glucidique, c'est les protéines, à partir desquelles on va former le glucose. Ça, c'est de 1, c'est les corticoïdes. De 2, les catécholamines, la fameuse adrénaline. Donc, les catécholamines sont sécrétées par la médula surrénalienne. Ce sont des processus qui appartiennent au système nerveux autonome, donc qui ont une action vraiment rapide. Ce sont des mécanismes d'urgence en favorisant la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène stocké, et en même temps la lipolyse. D'autre part, ils vont inhiber même l'entrée du glucose dans les tissus périphériques. Et donc, le tout, c'est un cocktail qui va augmenter la glycémie par conséquence. Le troisième groupe hormonal va être présenté par l'hormone de croissance, l'AGH. C'est une hormone qui favorise l'augmentation de la glycémie par une diminution de la pénétration du glucose dans les cellules. Donc, le glucose va rester dans le sang en empêchant l'entrée du glucose à la cellule, et donc c'est l'augmentation de la glycémie. Et enfin, il y en a les hormones thyroïdiennes. Ce sont des hormones à participation vraiment limitée en favorisant, bien en augmentant l'entrée du glucose intestinal dans la circulation sanguine. C'est-à-dire on va essayer d'augmenter l'absorption digestive au détriment du glucose. Et donc, ça va augmenter la glycémie par conséquent. Mais ce sont des hormones à participation limitée. Donc, c'est ça au total concernant le système hyperglycémie. On parle de système à contre-régulation. Donc, ce système, constitué par les corticoïdes, la fameuse cortisol, il y en a les catécholamines, il y en a l'hormone de croissance et enfin les hormones thyroïdiennes. Puisqu'il y en a une hormone hyperglycémiante dans l'organisme,
il devait forcément en exister une avec une action antagoniste, hypoglycémiante. Et c'est l'insuline. L'insuline, toujours une hormone sécrétée par les îlots de Langerhans, constituée de 2 chaînes polypeptidiques. Il s'agit d'une hormone polypeptidique. Et ces 2 chaînes polypeptidiques sont reliées entre elles par un pont des sulfures. Il y en a une chaîne alpha et une chaîne bêta. La chaîne alpha formée de 21 acides aminés et la chaîne bêta formée de 30 acides aminés. Donc, au total, c'est une hormone polypeptidique constituée de 51 acides aminés. Il s'agit d'une hormone hypoglycémiante, provoquant alors l'effet à 100% contraire par rapport à l'action du glucagon. Elle favorise le stockage du glucose sanguin. Après l'ingestion des différents aliments, la sécrétion de l'insuline, elle est en fonction de ceci. Elle est plus forte que l'aliment possède un indice glycémique élevé. C'est carrément le contraire avec le glucagon. Plus on a parlé que le glucagon, plus la valeur glycémique est diminuée, plus il va être sécrété d'une façon importante. La même chose avec l'insuline. Plus les aliments, au moment de la digestion, possèdent un indice glycémique élevé, plus il y en a une sécrétion de l'insuline qui tente à faire diminuer l'hyperglycémie postprandiale. Et donc, après l'ingestion des différents aliments, il y en a la sécrétion de l'insuline qui permet de stocker le glucose en excès. Le glucose en excès en glycogène, en stimulant l'activité du glycogène synthase et en inhibant celle du glycogène phosphorylase. C'est le contraire par rapport au glucose. C'est carrément le contraire. Au niveau de la cellule cible, l'insuline favorise l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule en augmentant la perméabilité à celui-ci. L'insuline, elle va se fixer sur son récepteur membranaire qui, à son tour, va déclencher des nombreuses cascades d'activation des protéines kinases. Celles-ci sont responsables de la translocation des transporteurs membranaires type GLUT4 vers la membrane plasmique. Et donc, par conséquent, il y en a un afflux du glucose à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est ça au total par rapport à l'action de l'insuline. D'une part, il va jouer son rôle sur le champ d'action hépatique en stimulant la glycogène synthase et en inhibant la glycogène phosphorylase. Donc, en favorisant le stockage du glucose, beaucoup plus que la voie consommatrice. Ça, c'est de 1. De 2, sur le reste des cellules de l'organisme, c'est la clé qui va aider le glucose à pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc, il va se fixer sur un récepteur membranaire, il va réaliser des actions physiologiques dont l'effet terminal, c'est de faire activer des transporteurs membranaires type GLUT4 qui vont livrer le passage pour le glucose à être à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est l'entrée du glucose à partir du sang vers la cellule et donc c'est une action hypoglycémiante. On rappelle que l'insuline, c'est une hormone peptidique, sécrétée sous forme d'un précurseur de 84 acides aminés, ce qu'on appelle la proinsuline. Et après la stimulation des cellules bêta des îlots de Langerhans, la prosinsuline est hydrolysée en insuline et peptide C. Insuline et peptide C. Et on parle alors que l'insuline et la peptide C sont sécrétées en quantité équimolaire. La peptide C n'a pas d'activité biologique, elle est éliminée par le rein avec un demi de vie de 20 à 30 minutes à peu près. L'insuline, non. L'insuline participe dans l'activité biologique en diminuant le glucose sanguin, c'est-à-dire une action hypoglycémiante. Elle est éliminée principalement par le foie avec un demi de vie de 5 à 10 minutes le maximum. Au total, pour résumer le tout, on va dire que la concentration moyenne du glucose dans le sang, la glycémie, varie au cours de la journée.
une valeur moyenne maintenue aux alentours de 1 g par litre sera nécessaire, grâce à l'intervention de deux mécanismes antagonistes à base hormonale sécrétés par le pancréas. Le glucagon avec une action hyperglycémiante et l'inverse, l'insuline avec une action hypoglycémiante, permettant le stockage et le déstockage du glucose hépatique, ce qui rend alors le pancréas et le foie les deux organes qui jouent le rôle permanent et important dans l'homéostasie glycémique.